moi, j'ai pas eu du tout la vocation. Mon objectif, c'était d'être journaliste, de raconter, de m'intéresser aux choses et de raconter ce qui se passait. Passeur d'émotions, passeur de larmes, passeur de sourires et de rires. L'histoire, ce sont aussi des sentiments, des émotions. Passionné, je voulais faire des livres. Le comédien est quelqu'un qui raconte qui il est. Bonjour à tous et très heureux d'entamer pour vous cette 5e saison des Tête-à-Tête, la 2e sur TV Fil. Une saison que nous allons placer sous le signe de Protet, car voici l'un des plus grands magiciens du monde. À 16 ans, il fut d'ailleurs lauréat du plus jeune de France. À 24 ans, il crée le Festival international des magiciens. Et il se produit maintenant dans le monde entier, jusqu'en Russie, jusqu'en Chine. Alors Tête-à-Tête avec Hugues Protat. Bonjour, votre salut, ça va? Ouais, voilà, il faut aller. Alors, bah, c'est pas compliqué. La magie, elle est dans le carton, là. Et tu vas voir, c'est vraiment simple. Là, un verre, une bouteille. Et voilà le travail. Le verre, la bouteille. Et puis, bien sûr, il faut 2 tuyaux. Là, 2 tuyaux. Oh, mais dis, c'est qui m'a foutu des bouteilles là, les ligots derrière, faut voir comme ça picole derrière. Trafic là-dedans, bon. Alors, le verre, la bouteille, et puis les 2 tuyaux là. Il y a un tuyau qui va là pour le verre ici. Oh, le bazar, dis, encore une bouteille là. Ouh, trafic dans 2 tuyaux. Alors là, je recouvre le verre, et puis là, je recouvre la bouteille. Bonjour Hugues Protat. Bonjour, Merlin. À 8 ans, vous transformiez votre grand-mère en lapin. Alors, comment avez-vous découvert ce don un peu malicieux? Eh bien, tout jeune, en effet. C'était avant tout une envie, une découverte, quelque chose qui m'a fasciné avant de me rendre compte que j'avais la possibilité de le faire. J'avais mon grand-père maternel, quand j'avais 3-4 ans, m'a fait les premiers tours de magie. Et à cet âge-là, il était amateur, il n'était pas du tout professionnel. Et ça m'a totalement emmené dans un monde qui, aujourd'hui encore, près de 50 ans après, continue à me fasciner. C'est le grand-père que j'ai le moins connu, mais il est en permanence là. Et pour les téléspectateurs qui s'interrogent, la grand-mère, ensuite, elle est restée lapin? Alors, il m'a fallu un petit temps pour la remettre grand-mère, mais elle est redevenue grand-mère, je rassure tout le monde. Alors, l'apprentissage, justement, vous nous parlez donc de votre grand-père. Comment se passe la transmission? Est-ce que vous êtes allé trouver un Merlin sous un vieux chêne qui vous a transmis ses savoirs? C'était les livres, et il y a eu des ouvrages fondateurs écrits par un grand magicien qui n'a rien à voir avec l'homme politique, qui s'appelait Jacques Delors, qui était un grand pédagogue et qui a écrit 3 ouvrages, soit Le Magicien, soit L'Enchanteur et L'Éternel Magicien. Je le dis parce que c'est réédité là depuis quelques temps, depuis 1 an et demi, il y a une réédition qui s'appelle La Trilogie. Et pour tous les jeunes, je vous dis de regarder ça, c'est vraiment quelque chose d'une richesse inouïe. Et je pense que c'est toujours la méthode de l'avenir. Alors, à 24 ans, après plusieurs prix, notamment le prix du plus jeune magicien de France, vous créez le Festival international des magiciens. C'est la première fois, il n'y avait aucun événement similaire dans le monde? Si, il pouvait y avoir des... La particularité, c'est quand même, c'était un festival qui existe toujours, puisqu'on a terminé la 28e édition. Donc vous voyez le parcours, ce qui correspondait quand même à une vraie attente du public. Mais la vraie ambition, c'était de faire un spectacle tout public. Ça, c'était pas tout à fait à la mode. Maintenant, ça s'est démocratisé. Mais à l'époque, on est en 1988 quand même, et à ce moment-là, on était un petit peu dans un désert sur la possibilité de découvrir l'art magique pour le grand public. Il y avait des choses qui étaient plus pour des initiés, des gens qui étaient passionnés, dans des clubs qui faisaient des choses un petit peu entre eux. Oui, vous-même, vous n'avez pas fait une école de magie, ça n'existe pas. Vous avez été au Conservatoire de Rouen. Vous avez d'ailleurs connu à cette époque la Franck Dubosc, qui a été votre assistant. Absolument. Karine Viard. Et ensuite, donc... Il y avait Valérie Lemercier, qui avait déjà l'humour, on s'amusait pas mal, oui. C'est une bande de copains, oui. Et ensuite, donc, vous avez été embauché pour des galas. Comment s'est passé là? Mais on faisait déjà, moi, ma formation... Ce que dit Robert Houdin, qu'est-ce qu'un magicien? Une de ses premières phrases, c'est un acteur qui joue un rôle, celui du magicien. Alors après,
qu'est-ce que jouer un rôle, l'incarner, l'interpréter, différentes écoles, entre Stanislavski, l'école plus d'un classicisme, plus théâtrale. Là, je laisse chacun faire son propre parcours et son propre chemin sur une bonne interprétation. Mais en tout cas, il met en perspective qu'on est avant tout des artistes. Et mon travail d'aujourd'hui reste toujours ancré sur ces deux passions, qui est l'art de la scène et l'art de la prestidigitation. Et j'ai trouvé le lien en créant des personnages différents, entre un paysan un peu entre deux verres de vin et qui va multiplier les bouteilles, mais je peux aussi être un personnage un peu plus lunaire qui va faire apparaître des lapins. Je peux être un personnage plus élégant qui va faire apparaître des bijoux. Justement, à propos des bijoux, on enregistre cette interview le jour de la Sainte Arsène. Alors, l'occasion pour moi de vous demander si vous n'avez pas parfois utilisé vos dons pour commettre des larcins ou des choses du genre. Je veux bien en parler, mais vous coupez la caméra. À ce moment-là, on va commencer à parler franchement. Voilà, ça y est. Maintenant que la caméra a été réallumée, on peut dire que je suis quand même quelqu'un de relativement honnête. Le commerce, est-ce qu'il y a un commerce, un marché des tours? Parce que les magiciens, est-ce qu'ils se vendent des tours? Parfois, il y a de la concurrence, ils s'espionnent aussi. Est-ce qu'il y a une banque des magiciens? Une organisation qui gère? Il n'y a pas une banque, non. D'ailleurs, il y a certaines polémiques. Mais il y a des gens dont le métier, c'est plus de mettre au point des accessoires, des appareils, ce sont des sortes de géo-trouve-tout, des gens qui vont travailler dans des ateliers sur une technique, sur une technologie, qui sont moins artistes, qui sont moins interprètes, comme en musique ou dans une chanson. Il y a des gens qui sont des compositeurs pour des interprètes en chanson, mais à un moment donné, de toute façon, il faut que la personne qui va monter un numéro personnel puisse mettre au point, affiner ses propres techniques, les choses qui sont liées à sa personnalité. En musique, il y a des grands interprètes de Mozart, de Vivaldi, de Schubert. Et quand on les entend parler, ces interprètes-là, ils sont plongés dans le monde de ces compositeurs-là. Et donc, il y a une sorte d'intimité, il y a une sorte de complicité qui se crée entre le monde musical et leur sensibilité à eux. Pour l'artiste, c'est la même chose. On va utiliser telle ou telle technique et on va se les approprier. On va essayer de rendre une sensibilité bien particulière, ce qui va faire la différence entre un magicien habile et quelqu'un qui va dégager une émotion et faire vibrer le spectateur. Au Conservatoire de Rouen, vous avez connu Eric Fearson? Pas au Conservatoire, non. Il n'était pas dans la classe de théâtre, Eric. C'est peu après, quelques années après, mais il était de Rouen. Il était de Rouen. Il a été l'invité d'un précédent tête-à-tête. L'occasion, justement, pour moi, de vous demander votre rapport avec, plus largement, le paranormal. Eric est un ami, d'abord, de longue date, puisqu'on se connaît depuis, je crois, le tout début des années 90. Donc ça fait déjà ça a été un échange en parcours très évolutif, parce que dans des débats constants, on est capable de reprendre une discussion qu'on a arrêtée il y a un an, et qui dure comme ça depuis plusieurs années. Mais c'est toujours très riche. Je dirais qu'il m'a ouvert à cette curiosité de tout ce qui peut nourrir l'art de la prestidigitation par rapport à des domaines qui existent dans l'histoire de l'humanité sur des thèmes plus étranges, de transmission de pensée, de choses extraordinaires, d'apparitions, de spectres, de fantômes. Donc il m'a interrogé et il m'a ouvert à plein de choses, et je crois que dans nos échanges, j'ai pu lui ouvrir également d'autres choses. C'est comme ça qu'une amitié avance. Et je trouve ça très intéressant, son parcours, même si parfois ça reste avec plein de points d'interrogation, et tant mieux, et pourquoi pas. Et enfin, dernière question, admettons qu'un homme politique vienne vous voir, un président de la République, et vous demande
cette expression « réenchantez-moi le rêve français ». Alors, qu'est-ce que vous lui répondez? Eh bien, je lui répondrai, mettons de l'imagination partout. Partout dans l'éducation, dans les écoles. Permettons aux enfants d'imaginer, de rêver. Faisons des cours de rêve. Des cours où tous les possibles sont envisageables et non pas seulement une organisation pédagogique, scolaire, qui est forcément nécessaire, mais laissons aux personnalités, si on sent qu'un enfant a une possibilité de faire telle ou telle chose, eh bien, développons au maximum les talents, les dons, même si cela semble être parfois délicat dans une classe où il y a plein d'élèves, je le conçois, il faut canaliser, il faut cadrer, mais rêvons. Merci beaucoup, Hugues Protat. Avec plaisir. Je vous rappelle qu'au début, il y avait 2 tuyaux, c'est tout. Hein. Là, c'est fini. Vous en voulez encore? Vraiment. C'est pas fini. Il n'est pas fini. Regarde. Une petite expression. Et en plus, il n'y a pas de pinard dedans quand même. Allez, à la pièce. Merci.